Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Carole Couture, co-auteur du livre Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Vision pour une institution phare. Monsieur Couture a occupé un poste d'archiviste aux Archives nationales du Canada ainsi qu'adjoint au directeur service des archives Université de Montréal. Il a été aussi conservateur et directeur général des archives et bibliothèques et archives nationales du Québec de janvier 2006 à janvier 2012. Il est l'auteur et co-auteur de plusieurs dizaines d'articles scientifiques et de plusieurs ouvrages en archivistique. Il a fait partie d'un groupe d'experts de la Société royale du Canada sur l'avenir des bibliothèques et des institutions d'archives au Canada en 2013-2014. Il est récipiendaire de plusieurs prix et distinctions. Il a reçu en 2001 le prestigieux prix du Québec Gérard Morisset. Monsieur Couture, je vous souhaite la bienvenue chez nous, à Agora. Merci. Je suis heureux de vous rencontrer. Plaisir de vous accueillir, monsieur. Donc, on va parler de ce livre-là, BANQ. Là, on parle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, paru chez Presse Université de Montréal. Alors, on parle d'une institution phare. Juste le titre aussi, il est assez révélateur. Vision pour une institution phare. Alors, pourquoi parle-t-on d'une institution phare dans le cas de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et comment cette vision, justement, d'une institution phare contribue-t-elle au rayonnement de la culture québécoise, justement? En fait, c'est la plus grande institution culturelle au Québec Mhm. qui compte 800 personnes à son service. Et c'est vraiment une institution qui est le fruit du lien qu'on a établi entre une bibliothèque nationale qui a pour rôle de conserver toutes les publications qui sont créées dans un pays ou dans une région, une bibliothèque publique qui est la Grande Bibliothèque de Montréal, qui était la Grande Bibliothèque de Montréal, et les Archives nationales du Québec, qui, elles, existent depuis 1920. Alors, pourquoi faire ou pourquoi écrire un ouvrage sur la vision de cette institution et de l'appeler une institution phare, c'est que dans la culture québécoise, cette institution KBANQ joue un rôle primordial dans la diffusion de la connaissance, dans la diffusion du patrimoine Mhm. québécois, mais aussi patrimoine canadien, et dans la diffusion de l'information de façon générale, autant par le secteur du livre, donc par le secteur des publications, que par le secteur des archives et aussi maintenant, naturellement, par tout ce qui est diffusé par les moyens numériques. Alors, c'est véritablement une institution qui joue un rôle primordial dans cette diffusion de l'information auprès de l'ensemble des citoyens du Québec. Très bien. Alors, dans le livre, il est justement question de mémoire documentaire. Quelle est la nuance qu'on peut faire entre ce qui est mémoire documentaire et mémoire historique? En quoi ils se rencontrent? Est-ce qu'on parle de la même chose, là? Oui, en fait, on parle de la même chose. On parle du patrimoine. Nous, Mhm. on parle beaucoup du patrimoine documentaire qui se retrouve à la fois dans les écrits publiés, donc les écrits publiés, par exemple, les romans québécois, tous les ouvrages québécois, et dans les archives du Québec. Les archives du Québec qui comprennent tous les documents créés dans le cadre des activités gouvernementales du Québec et aussi dans les archives privées. Parce que Bibliothèque et Archives nationales du Québec ne conservent pas que les archives publiques, mais conservent aussi un ensemble important de fonds d'archives privées qui viennent autant de personnes physiques que de personnes morales. Donc, c'est autant des personnes que des entreprises ou des organisations qui remettent leurs archives à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, vous voyez que la mémoire documentaire, Mhm. elle est très présente. C'est cette institution qui a la mission, l'importante mission de conserver et surtout de rendre accessible cette information qui constitue le patrimoine national du Québec. Très bien.
parlons des budgets alloués à cette institution, Monsieur Couture. Quel est le regard que vous y portez et quelles conséquences une réduction de budget peut-elle avoir sur une institution phare comme la Grande Bibliothèque, là, comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec? Oui, en fait, ce qui arrive actuellement, c'est qu'on constate une stagnation et voire même une diminution des Mhm. budgets qui sont consacrés à cette institution. Depuis plusieurs années, on constate que les budgets qui sont accordés, malgré un certain nombre d'augmentations, de faibles augmentations, ne réussit pas à faire le poids avec toutes les dépenses qui sont, par exemple, les ressources, les dépenses de système, ce qu'on appelle les dépenses de système, les augmentations de salaire, les augmentations des coûts du livre, de tout ce qui comprend l'information, des abonnements aux revues. Tous ces éléments-là continuent d'augmenter alors que l'augmentation budgétaire n'est pas suffisante pour Ok. contrer ces augmentations-là ou pour rattraper ces augmentations-là, voire même que certaines années, il y a des diminutions budgétaires qui fait que cette institution est obligée de couper dans des activités importantes. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, les expositions. Une bibliothèque nationale ou des archives nationales peuvent se faire connaître, peuvent attirer de la clientèle beaucoup par les expositions qu'elles peuvent offrir à la clientèle, qu'elles peuvent offrir aux citoyens. Maintenant, à BANQ, il n'y a plus aucune exposition qui peut se faire. C'est la même chose pour toutes les, les recherches que les institutions peuvent faire, recherches qui peuvent faire avancer le domaine scientifique euh, pour le Québec. Alors, ce sont autant de coupures qui doivent être faites pour se concentrer sur ce qu'on appelle la mission fondamentale, qui est de conserver et de rendre accessible l'information, mais sans pouvoir utiliser d'autres moyens de diffusion qui sont tout aussi importants. Donc, il faut vraiment se concentrer sur la mission fondamentale et oublier tout le reste. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive actuellement à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, étant donné les réductions relatives de budget qu'on y connaît. Très bien, excellent. Bon, on va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Monsieur Carole Couture, qui est co-auteur du livre BANQ, là, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Vision pour une institution phare. Bon, c'est un ensemble d'auteurs qui ont contribué à ce beau livre-là. C'est un livre qui est très profond, là. Il y a des analyses qui sont très poussées, très pertinentes. On va y revenir dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Vision pour une institution phare, une récente parution coécrite par des auteurs, des spécialistes, là, dont M. Carole Couture, qui est notre invité aujourd'hui. Alors, bon, on parle bibliothèque, là. On parle de ce joyau, là, connu par les Montréalais, là, qui se trouve en plein centre-ville, là. On l'appelle la bibliothèque, la Grande Bibliothèque ou la Bibliothèque nationale du Québec, mais faut citer, il faut dire le nom là bien comme il faut, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en plein centre-ville, une bibliothèque donc qui est j'allais dire le joujou là, de tous les Montréalais, même des gens qui viennent d'ailleurs, là, qui viennent consulter des livres qu'on ne trouve pas ailleurs, eh ben, on va les trouver à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Monsieur Couture, parlons des transformations majeures. Là. Il y a un chapitre consacré dans le livre à ces transformations majeures. Peut-être que le citoyen, là, qui viendrait, là, il va voir quelques rénovations à ce niveau. Mais quelles sont les transformations majeures qui ont marqué justement cette période de 2014 à 2024? Est-ce qu'on parle de transformations au niveau des rénovations, au niveau des livres? Voulez-vous nous éclairer plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui, en fait, ces transformations ne sont pas nécessairement des transformations physiques des immeubles,
parce que les immeubles, comme vous venez de le mentionner, il y a la grande bibliothèque sur le boulevard Maisonneuve. Il y a aussi le Centre des archives nationales du Québec à Montréal, qui est sur la rue Vigée. Mais ce ne sont pas les principales transformations qu'on a connues. Les transformations importantes que connaît le domaine actuellement, ce sont toutes ces transformations qui viennent avec le monde du numérique. Le monde du numérique a transformé, a changé la vie des bibliothécaires, des archivistes et a changé aussi naturellement la vie du citoyen. Changer sa vie du citoyen par rapport au rapport qu'il peut avoir avec toutes ces informations. Maintenant, il a de moins en moins besoin de se déplacer pour avoir accès à cet ensemble d'informations, que ce soit les archives, que ce soit le livre, que ce soit les revues scientifiques. Maintenant, beaucoup de ce matériel est numérisé et on peut y avoir accès très facilement de chez soi. Donc ça, c'est une immense transformation qui fait que même dans les lieux physiques, on reçoit de moins en moins de clientèle parce que les gens peuvent maintenant le faire de chez soi. Donc ça, c'est la grande transformation qu'on connaît actuellement. L'autre transformation qui est en train de se faire connaître, qui est en train de poindre le nez aussi, tout le monde en parle, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Donc, maintenant, on peut avoir accès facilement à l'information physique par le moyen numérique, mais la diffusion sera rendue encore plus facile avec l'intelligence artificielle, à condition naturellement qu'on mette cette intelligence artificielle intelligemment au service du citoyen, intelligemment au service des professionnels du domaine d'activité concerné. Et c'est là le grand défi actuellement auquel on doit faire face, c'est au défi de l'accès par l'intelligence artificielle, mais aussi au défi du traitement et de l'organisation de cette information par l'intelligence artificielle. Et ça, on est au premier balbutiement de cette transformation-là. Parfait. Dans le chapitre 6, il est question de comparaison, de métaphore même, je dirais, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec à un bateau amiral du Québec. Comment comprendre cette métaphore, justement, M. Couture? En fait, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on parle d'une institution phare, et c'est bien qu'un bateau amiral ait un phare. Ouais. Et le phare, c'est l'institution, et le bateau amiral, je le comparerais à l'ensemble des informations qui sont contenues dans le bateau amiral. Parce que ce bateau amiral est la plus grande institution culturelle du Québec, et je sais que je me répète, mais c'est important de bien s'en rendre compte, parce que souvent on l'oublie. C'est une institution qui est implantée partout au Québec. Dans l'ensemble des régions du Québec, il y a des centres d'archives nationales dans toutes les régions du Québec et naturellement, le siège social de Bibliothèque et Archives nationales du Québec est à Montréal et à Québec. Donc, vous voyez que le bateau amiral, c'est dans ce sens-là qu'on entend qu'il joue un rôle essentiel dans la diffusion de l'information, qu'elle soit une information scientifique ou une information populaire pour l'ensemble des citoyens, qui d'ailleurs profitent extrêmement bien de cette information. Très bien. Et parlons des archives, justement. Peut-être on a tendance plus de parler de livres, mais bon, la nuance peut-être n'est pas très grande entre livres anciens ou archives. En quoi les archives peuvent-elles, par exemple, participer à la construction de l'identité québécoise, par exemple, M. Couture? Ben, c'est que les archives, vous l'avez pratiquement dit vous-même, les archives participent à construire cette identité parce que c'est là qu'on retrouve les témoignages de l'ensemble des activités de toutes les institutions, qu'elles soient des institutions publiques, donc on pense à l'appareil gouvernemental, tous les ministères et organismes gouvernementaux créent des archives dans le cadre de leurs activités quotidiennes et on conserve un ensemble de ces archives-là, une partie de ces archives-là, pour constituer la mémoire de ces institutions. Donc, ce sont des documents qui sont créés dans le cadre des activités quotidiennes de ces institutions et on va en garder une partie qui sera évaluée
comme ayant une valeur patrimoniale pour témoigner des activités de ces institutions-là. Je prends n'importe quel ministère, le ministère de la Culture et des Communications, qui existe depuis le début du gouvernement du Québec, bien naturellement, pour reconstituer, pour mieux comprendre comment a évolué ce ministère-là, on va devoir retourner aux archives du ministère pour bien saisir cette réalité-là. C'est la même chose avec les entreprises. Je prends l'entreprise Rio Tinto qui était avant Alcan. Donc, cette grande compagnie, pour bien comprendre son évolution, on doit retourner dans les archives qu'elle a créées dans le cadre de ses activités. Et c'est là qu'on trouve le témoignage des activités de ces institutions. Et c'est la même chose pour les personnes physiques. Par exemple, le premier ministre Legault, qui va quitter bientôt la politique, bien, pour retrouver les activités de cette personne-là qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire du Québec, on va devoir retourner à ces archives. Alors, voyez l'importance, le caractère essentiel de ces documents d'archives. Et je voudrais juste apporter une nuance à ce que vous avez mentionné au début, quand vous dites, bon, il n'y a pas tellement de lien entre les archives et les bibliothèques. Il y a un lien extrêmement important, parce que toute cette information-là est une information dont on a besoin pour mieux se connaître et pour mieux savoir d'où on vient, de façon à savoir plus facilement où on est et où on s'en va. Et c'est le lien qui s'établit entre le bibliothécaire et l'archiviste, qui a une formation commune et qui va fournir à la société ces ensembles d'informations, va fournir l'accès à l'ensemble de la société, à toutes ces informations, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître finalement. Très bien. Parfait, excellent. Alors encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Agora chez ICI Télévision, on parle bibliothèque, plus précisément Bibliothèque nationale. Là, on parle de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, vision pour une institution phare, une récente parution chez PUM, Presse Université de Montréal, écrite par des spécialistes, je veux dire, des bibliothécaires et archivistes, professeurs aussi, des enseignants. On continue la discussion avec vous, Monsieur Couture. Juste retourner encore à cette thématique-là, justement, de l'intelligence artificielle. Et on sait que beaucoup de personnes s'inquiètent là. On parle là, on lit, il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont rester là. Alors, comment évoluent les métiers de bibliothécaire, d'archiviste à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle au sein, justement, de l'Institution de Bibliothèque Archives nationales du Québec? Oui, en fait, c'est que les réflexions que posent actuellement les organismes qui regroupent les bibliothécaires et les archivistes par rapport à tout ce domaine du numérique et par rapport à l'intelligence artificielle, nous voulons nous en servir comme des moyens, comme des façons d'aider, de rendre les professions, de rendre ces métiers plus facilement opérationnels, devant des masses d'informations extrêmement importantes qu'il était très difficile de traiter adéquatement quand on travaillait avec des méthodes plus manuelles. C'est sûr que la numérisation, c'est certain que l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller plus rapidement et de rendre ces informations-là, que ce soit le livre, que ce soit les informations qu'on retrouve dans les archives, de les rendre accessibles plus facilement et plus rapidement à la population. C'est comme ça qu'on veut, si vous voulez, aborder cette question du numérique qui existe déjà et cette question de l'intelligence artificielle avec laquelle on s'habitue de travailler maintenant. Je serais tenté de dire qu'avec le numérique, par exemple, ça nous facilite beaucoup la conservation, la préservation
de l'information et surtout sa diffusion. Le grand problème qui existe, c'est de savoir est-ce que les supports numériques vont être aussi tenaces, vont durer aussi longtemps que, par exemple, le support papier. Ça, Ouais. c'est une question qui se pose actuellement et les archivistes, avec les spécialistes de ces domaines, sont très impliqués dans cette réflexion-là et dans ces travaux-là. Excellent. Parlons des politiques culturelles, Monsieur Couture. Est-ce que vous pensez que dans le cas d'une institution comme la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, on peut établir un équilibre assez tangible, là, je veux dire, entre les politiques culturelles et le pouvoir politique? Pensez-vous qu'il y a un équilibre qu'on peut poser entre les deux, là? Parce que en ce qui a trait au financement, je pense que l'équilibre, parfois, il est tangible, parfois non. Il y a des résistances, hein. Quel est le regard que vous jetez, justement, que vous portez sur ces politiques culturelles de manière générale? C'est une grande question. C'est une bonne question que vous posez là. Et j'en profiterai pour vous dire que l'Association des archivistes du Québec va tenir en mai prochain son congrès à Montebello. Et le thème du congrès, c'est que tout est politique. Et Mhm. c'est dans ce sens-là que si on a quelques remords à avoir, je pense aux archivistes, je pense aux bibliothécaires, c'est de peut-être négliger la défense de ces domaines d'activité, peut-être négliger leur apparition ou la place que ces spécialistes-là peuvent prendre dans les discussions politiques, la place qu'ils peuvent prendre auprès des décideurs politiques pour les convaincre davantage de l'importance de ces domaines d'activité. On ne se le cache pas, on fait face, et dans le livre, vous l'avez peut-être lu en introduction et dans le premier chapitre de Lise Bissonnette, on fait face à une indifférence, Mhm. et je dirais Mhm. même un non-intérêt du domaine politique, du politicien en général, autrement que de dire ah, la culture, c'est très important, c'est ce qui fonde notre identité, oui, mais une fois qu'on a dit ça, on la trouve où, cette culture-là? Où est-ce qu'on trouve la, le, où est-ce que s'incarne cette culture-là, cette identité-là? C'est dans l'information, c'est dans les livres, c'est dans les archives, et on retarde trop souvent les décisions qu'on doit prendre par rapport à ces domaines d'activité. Et je termine sur un Oui. exemple. La loi sur les archives existe depuis 1983, la loi sur les archives au Québec. En 1983, Internet existait à peine, le numérique Mhm. n'existait pas, on ne travaillait qu'avec du papier. Et maintenant, on doit renouveler cette loi-là pour faire en sorte qu'elle soit mise à jour et qu'on puisse l'utiliser dans un contexte Très bien. où le numérique, où l'intelligence artificielle a une place extrêmement importante. Excellent, parfait. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, vision pour une institution phare, mesdames et messieurs, récente parution chez Presse Université de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur Carole Couture, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, merci de votre continuité d'intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous chez Agora, jeudi à 15h30. Au revoir.